Alors, avec nous, pour cette table Esprit critique et sciences humaines et sociales, 4 invités. Dari Beliakov, vulgarisateur en histoire et archéologie, sur la chaîne YouTube Temps Mort, spéléologue formé en archéologie des profondeurs, et débunker, c'est comme ça qu'on est? Débunker. Débunker. Je vous ai déjà vu, non? On s'est vu. On se connaît. Serge Brett-Morel, vous êtes ex-président du bureau de l'Observatoire zététique et ex-astrologue devenu sceptique, expert sur le thème de l'analyse critique de l'astrologie. Florian Cova, bonjour. Vous êtes professeur assistant en philosophie à l'Université de Genève, auteur de recherches au croisement entre philosophie et psychologie. Et Pauline. Donc, de Dendrobat Doctor, vulgarisatrice, activiste de la diffusion des savoirs, on l'a dit, paladin de l'esprit critique. On va laisser de côté le café cette fois-ci. Pas assez de café ce matin. Sciences humaines et sociales, SHS, qu'est-ce qu'on entend par sciences humaines et sociales, Florian Cova? Une définition du philosophe avec un regard un peu perçant, vous voyez, un truc un peu, qu'on soit dans le cliché du philosophe, quoi. Ouais, je pense que si on regarde bien avec le micro un peu plus près, la signification des mots, c'est toutes ces sciences qui s'occupent du fonctionnement de l'être humain et de la société. Non mais franchement, vraiment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire sur le coup. T'as bossé la définition. T'as bossé la définition. Ouais, je travaille beaucoup. Non, parce que quand on a préparé cette table ronde, on a galéré. Donc on sent que Florian a bossé. Les philosophes bossent, qu'on se le dise. Florian nous a proposé 5 actes d'action différents. Nous, déjà, on était en train de patauger sur la définition initiale. Évidemment, elle est assez simple. Pourquoi est-ce qu'on perçoit les sciences humaines et sociales comme étant sans méthode scientifique? Là, j'attaque direct, boum, bam, boum, les pieds dans le plat. C'est juste une idée. C'est parce que effectivement, les méthodes des sciences humaines et sociales dans l'ensemble sont assez différentes de celles des méthodes qu'on considère comme les sciences prototypiques, c'est-à-dire celles qui se sont développées en premier et qui ont bouleversé le fonctionnement de la vie humaine, que sont la physique, les chimies, la biologie. Et c'est vrai que l'image du scientifique, c'est quelqu'un qui va accomplir une expérience et qui va tirer des lois générales et universelles qui sont applicables à tous les cas. Et ça ne marche pas énormément pour la plupart des sciences humaines et sociales. Donc déjà parce que pour ce qui est de la méthode, il y a des méthodes expérimentales en sciences humaines et sociales, par exemple psychologie expérimentale, mais quand vous faites du terrain en anthropologie ou en sociologie, c'est pas la même méthode, c'est de l'observation. En général, vous manipulez pas vos sujets. De la même façon, on n'a pas le but de la sociologie, c'est pas de tirer des lois du fonctionnement des sociétés qui nous permettraient de prédire à l'avance comment va se dérouler tel ou tel événement et quelles sont les trajectoires des sociétés en général. Il y a eu un moment où les sciences humaines avaient l'ambition de trouver des lois générales de l'histoire, des lois générales du fonctionnement des sociétés, mais on est un peu revenu de ça. Pour gagner une légitimité par rapport aux autres sciences? Non, je pense que dans une idée qui était héritée des Lumières, il y avait cette idée que les sociétés passaient par des stades assez fixes, en fait. Il y avait des stades primitifs qui étaient dominés par la religion, puis après il y avait des stades plus métaphysiques où il commençait à y avoir une réflexion abstraite, mais pas des vraies sciences, puis on passait au stade scientifique, et peu à peu, on allait se débarrasser de la religion et de la superstition pour aller vers un progrès plus grand. Ça n'a pas trop marché comme ça. Il y a, je pense, aussi le fait que, comme dit Florian, les méthodes dans l'ensemble sont les mêmes, mais elles ne sont pas appliquées de la même manière, elles ne sont pas appliquées aussi souvent. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de la médecine, c'est vrai que le truc qui fait la preuve absolument, c'est avec groupe, contrôle, contre placebo, etc. Et du prospectif. Dans les sciences humaines, c'est pas toujours possible, déjà pour des raisons éthiques. Si vous voulez étudier, par exemple, à quel point dans telle ou telle société, les femmes sont soutenues par leur entourage au moment d'une fausse couche, vous pouvez pas diviser des femmes enceintes en deux et provoquer une fausse couche à la moitié du truc pour voir. En fait, c'est pas possible. On pourrait, mais ce serait alors, non, il y a des gens qui s'appellent les éthiciens et ils vont vous dire non, tu fais pas ça. Et de fait, on a été obligé d'adapter les méthodes à ce qui était possible, tout simplement. Et de fait, ça a parfois l'air de dire oui, du coup, c'est du bidouillage de la méthode. Non, elle est juste adaptée à son sujet, en fait. On adapte à son sujet. Vous étudiez un comportement en laboratoire, est-ce que ça vous dit vraiment quelque chose du comportement des gens dans leur vie naturelle, chez eux, au travail, etc. Parfois, la méthode, si elle n'est pas bien choisie, elle perturbe le sujet et elle aboutit à un résultat faux. Et du coup, la méthodologie, ça aussi rend ce côté un peu complexe et ça donne l'impression que, du coup, c'est la fête et tout est permis. Ce n'est pas le cas. Comment est-ce que vous appréhendez l'esprit critique dans vos domaines respectifs? Là, je me tourne vers Serge et Dari pour commencer.
Serge, alors vous, c'est une conversion quand même, on en parlait. Il faudrait qu'on vous masque les yeux, qu'on ait le bandeau noir et qu'on transforme la voix en disant « Oui, avant j'étais, et aujourd'hui je suis ». Voilà. Donc on est d'accord, j'ai 3 heures pour répondre. Ouais. D'accord. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ex-astrologue. Et quand j'étais dans l'astrologie, donc j'ai voulu prouver l'astrologie parce que ça marchait tellement bien qu'il y avait forcément quelque chose de vrai derrière. Et j'ai eu une démarche très bizarre, surtout chez les astrologues. J'ai essayé de tout vérifier. Ce qu'on me disait, ce que je lisais, ce que j'appliquais. Et en allant essayer de tout vérifier, je me suis rendu compte que j'ai rien trouvé qui pouvait être vérifiable. Et j'ai été obligé de sortir de ma croyance. Donc ça a été très dur, humainement parlant. Et donc je faisais, j'ai appliqué la pensée critique sans le savoir à l'astrologie. Comment ça se passe quand, pardon, mais vous n'êtes pas une bête curieuse, mais quand on déconstruit totalement un système de croyance, ça doit être dur pour l'ego, la psyché, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. Oui, on tombe en dépression, quoi. C'est-à-dire que c'est tout simplement le monde réel, qui là est le fruit de nos réflexions, qui nous dit écoute, tu t'es trompé, ça marche pas comme ça. Et donc ton monde dans lequel tu vivais depuis 10 ans, c'était pas un monde réel. Donc c'est très très difficile. Donc il faut y aller progressivement. Et puis moi en plus, je le faisais volontairement, donc j'ai fait ça rapidement. Donc je me suis pris quelques trains dans la figure comme ça. Donc oui, c'est tout sauf naturel de le faire. Il y a aussi un changement de perception, j'imagine, de l'entourage ou du cercle amical, si vous partagiez les mêmes croyances. Alors oui et non, parce qu'à l'époque, Internet était déjà bien en place. Donc moi, mes relations n'étaient pas proches, physiquement parlant. Donc j'ai perdu, bien sûr, des amis éloignés. Mais au niveau de mes amis proches, heureusement, ça n'a pas changé grand-chose, ni dans ma famille. Donc l'esprit critique a été pour vous une transformation radicale de pensée. Vous l'avez appliqué à votre croyance et vous avez tout détruit pour tout refonder. Oui, c'est pareil, j'aurais énormément de choses à dire. Je pense que ce que j'ai fait, c'était un peu sauvage, comme dirait Elisabeth Fetty sur sa chaîne Méta de choc. C'est-à-dire que j'ai fait ça un peu de façon très brouillonne. Et c'est seulement bien plus tard que je me suis formé à la pensée critique, à la zététique, des choses comme ça, où là, j'ai commencé à comprendre mieux les méthodes et à le faire de façon plus systématique, ce qui m'a permis, moi, de reprendre mes anciennes critiques et de les améliorer et d'aller plus loin. On va y revenir. De votre côté, Dari, comment ça se passe, l'esprit critique en archéo, en histoire ? Alors l'esprit critique, déjà en archéo, je vais rebondir sur ce que disait Pauline un petit peu, et puis Florian sur l'étude des populations. En archéo, nos populations sont souvent mortes depuis longtemps, donc c'est dur à, c'est dur à analyser. Elles ne vont pas vous contredire, cela dit. On analyse les vestiges qu'elles laissent. Ouais. Et ça, c'est très important, mais en histoire, l'analyse critique de documents historiques, c'est capital. Alors, dans l'enseignement secondaire, de plus en plus, je pense, mais quand on arrive en fac d'histoire, on va étudier la biographie des Carolingiens par Éginard, qui va nous dire, donc dynastie, on a les Mérovingiens d'abord, ensuite on a les Carolingiens. Et Éginard va nous dire, oui, les Mérovingiens, c'était des gars qui glandaient un petit peu sur des chars tirés par des bœufs, c'est pas des bons rois. Et après, on apprend que Éginard, en fait, il était très très pote avec Charlemagne. Et que c'est pour ça qu'il défonce la dynastie précédente. Et si on fait preuve d'analyse critique, savoir ça, c'est prendre avec des pincettes tout ce qu'il va écrire au sujet des dynasties précédentes. Mais on peut retrouver ça aussi en archéo, quand j'ai quelqu'un, salut Demian, qui me dit il y avait des géants en Roumanie à l'époque antique et on ne retrouve pas les squelettes, c'est bien la preuve que les archéos cachent la vérité au monde. Et qu'on va voir sur ces époques-là et qu'on se rend compte que les gens pratiquaient l'inhumation par incinération. C'est normal qu'on ne retrouve pas de squelettes puisque les cendres sont dans des petites jarres. Voilà. Donc il faut faire un petit peu... il faut observer les rapports de fouilles et voir comment vivaient les civilisations à l'époque avant de dire de la merde. Après, l'histoire peut être facilement instrumentalisée. Enfin, les politiques aussi l'ont pris comme terrain de jeu. On voit même plus récemment des apprentis historiens qui le tordent en fonction de leur narration pour l'emmener dans un chemin ou un autre. Alésia, par exemple, ou le mythe de la France éternelle. Mais c'est justement à ça que sert l'éducation à l'esprit critique en sciences humaines et sociales concernant l'histoire et l'archéo. C'est que on peut faire dire ce qu'on veut un rapport de fouille archéo ou à des archives quand les gens à qui on s'adresse ne savent pas lire un rapport d'archéo. Et je jette pas la pierre à ceux qui savent pas lire un rapport d'archéo. C'est normal parce que c'est chiant à lire. C'est des trucs très compliqués, mais comme peuvent l'être des trucs en médecine, en psycho. Moi, on fout une thèse de psycho dans les mains. À part caler une table, je sais pas trop quoi en faire.
Mais Elle a intérêt à être sacrément bancale, ta table, hein, parce qu'on voit la taille de la Voilà. table. mes tables sont pas droites du tout. Mais non, c'est le principe, c'est que la méthode, comme disait Pauline, la méthode, elle est applicable partout. Il faut juste l'adapter un petit peu, mais sur le principe, si le protocole tient la route, si les sources sont consultables, parce que c'est pas toujours le cas, on nous dit ouais non mais Alésia c'est pas du tout là où c'est en Angleterre parce que la guerre de Troie. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête Ferrand, arrête. Et l'esprit critique, ouais, c'est savoir questionner les sources en histoire et en archéo aussi, mais ça, mon but aussi, c'est d'essayer de rendre les sources accessibles. C'est pas toujours facile, mais Je pense que là, on a effectivement aussi quelque chose qui est fondamental dans l'intégralité de ce qu'on fait, c'est savoir documenter les sources. On ne peut pas dire, et que d'ailleurs, que ce soit, comme tu disais, que ce soit en psycho, que ce soit en socio, en anthropo, on ne peut pas dire n'importe quoi si on n'est pas capable d'avoir des sources documentées derrière. Et c'est les sources aussi qui vont dire à quel point est-ce que ce qu'on fait avec derrière est fiable ou pas. Si vous avez le témoignage de 2 pécores quelque part, vous ne pouvez pas faire une étude sociologique et en tirer des conclusions générales. Et ça vaut effectivement sur plein de sujets. À l'heure actuelle, par exemple, sur les questions de la prostitution, il y a des gens qui vous expliquent que la moyenne d'âge chez les prostituées, l'espérance de vie, c'est 34 ans. Alors, si on va chercher la source, c'est basé sur une étude sur 14 prostituées dans un bordel de Los Angeles pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, c'est compliqué de vouloir vraiment conclure quelque chose d'exploitable. Donc oui, non, l'importance des sources, l'importance de l'accès aux sources et de savoir documenter, de savoir avoir un regard critique sur ces sources-là. Qu'est-ce qu'elles nous racontent réellement? Qu'est-ce qu'on peut en tirer avec la taille, avec la durée, avec l'échantillon qu'elles font? Le contexte surtout. On parlait tout à l'heure de la méthode scientifique qui était finalement intimement liée à l'esprit critique. Mais ça ne veut pas dire que, on a dit tout à l'heure, donc les sciences humaines et sociales n'ont pas forcément le même type de méthodologie, qu'il n'y a pas d'esprit critique dans l'enseignement. Par exemple, dans l'enseignement de la philo, j'imagine que c'est le questionnement permanent, ou alors c'est plus nuancé. Alors, ça devrait. Il y a cette idée dans la mythologie, voilà, quand on entre dans les études de philo, qu'on est dans la discipline qui a un peu inventé l'esprit critique, parce que bon, dans le canon philosophique, le fondateur de la philosophie, c'est Socrate, et Socrate, principalement, son activité, c'est d'emmerder les gens. Non, mais c'est vraiment comme ça qu'il se décrit lui-même. D'ailleurs, il a été tué pour ça. Et il acceptait pleinement de dire aux gens, ouais, t'es persuadé de ça, mais comment tu sais ça et comment t'en es sûr? Et bon, forcément, ça emmerdait les gens. Donc voilà, quand on est prof de philo et quand on est enseignant de philo, on est un peu, voilà, on se sent un peu, voilà, on porte l'esprit critique, on porte cette capacité à se dire, voilà, il faut questionner les choses qui ont l'air évidentes. Après, dans les faits, il n'y a pas beaucoup de preuves que la philosophie améliore plus l'esprit critique que d'autres disciplines. Il y a eu une vague... il y a eu quelques tentatives pour mesurer ça, et peut-être qu'il y a un vague avantage de la philosophie, mais alors il est tout petit, quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi frimer. Mais je pense que, bon, par exemple, les profs de philosophie au lycée intègrent dans leur mission d'insuffler l'esprit critique aux étudiants. Après, pour ce qui est de l'enseignement de la philosophie à l'université, c'est pas clair que la dimension esprit critique soit énormément dominante dans les enseignements qui sont donnés. Il n'y a pas forcément de cours qui sont focalisés sur l'esprit critique, donc on peut se dire que c'est quelque chose qu'on va développer avec le contact des grands auteurs et des grandes pensées, mais je ne suis pas sûr, en fait, dans le sens où, voilà, pour beaucoup de gens, en fait, la philosophie, c'est plus une question de goût. On a l'impression, pour le grand public, ce n'est pas quelque chose qui appartient au domaine du vrai, du faux, et donc de l'esprit critique. Alors, si je peux continuer, oui, bien sûr. Moi j'ai un petit cursus en philo, jusqu'en master à peu près, et c'est vrai que j'ai été effaré en découvrant vraiment la pensée critique bien plus tard, de voir que pendant mon cursus de philo, je n'ai pas été formé à la rhétorique vraiment, on nous en parle un petit peu, et puis hop, on passe, et au fil des années que j'ai passées à l'université, je n'ai pas été formé à la pensée critique. C'est là vraiment le sentiment que j'ai gardé, c'est effectivement qu'on se forme sur le tas. C'est en raisonnant qu'on raisonne et qu'on s'améliore dans le raisonnement, mais en fait... c'est très frustrant, et donc je ne sais pas si ça a évolué. Est-ce que vraiment l'esprit critique commence à prendre de la place? Est-ce que ça fait sens à un philosophe d'oser se dire il faut ajouter de l'esprit critique à l'enseignement de la philo? Alors ça fait tout à fait sens. Il y a aussi des différences nationales. Par exemple, dans les cursus de philosophie, par exemple aux États-Unis, le cours de critical thinking est un cours à part qui peut faire partie du cursus. Donc ça, il y a assez peu. En France... Ça compte pour la note finale, monsieur?
Ça, je ne sais pas. Non, parce que souvent, l'intérêt vient de savoir si ça rentre dans le... Oui. Non, ça rentre dans le cursus, donc ça fait partie des choses validables. En France, ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est la logique. Mais la logique, c'est pas la même chose que l'esprit critique. On peut apprendre de la logique et pas être du tout capable de l'appliquer à des syllogismes biaisés. Tout à fait, à la Ionesco. Oui. Et aussi, bon, l'état de la philosophie en France est assez particulier. Disons qu'il y a une branche de la philosophie qui se méfie assez fort de tout ce qui est logicisme et tout ce qui serait formalisation du raisonnement. Voilà, quand j'étais à l'école normale supérieure, et je dis pas ça juste pour frimer, il y avait un cours obligatoire de logique qui a été... laquelle Non, mais la seule, la vraie. Il y avait un cours de logique qui avait été instauré obligatoirement dans le cursus de philosophie. Et il y avait une partie des étudiants qui ont milité plusieurs années pour arrêter que ça soit obligatoire parce que c'était quelque chose qui tuait un peu l'esprit pour eux, quoi. D'accord. Le fait qu'il y ait moins de méthodes dites scientifiques dans les sciences humaines et sociales, est-ce que ça fait qu'elles sont plus sensibles et qu'on voit davantage fleurir les pseudosciences là-dedans et les dérives un peu complotistes? Dari, ça tombe sur vous? Ou alors c'est pas une histoire de méthode ou de rigueur? C'est pas forcément une histoire de méthode, c'est une histoire d'accessibilité de la méthode, je dirais. Parce que on va parler de complotisme en archéo. Je pense que beaucoup ont vu la révélation des pyramides. Donc, film conspi qui nous dit que les pyramides ont été bâties par les bâtisseurs plus ou moins atlantes venus à bord de pyramides ovnis de forme triangulaire avec des hiéroglyphes sur les côtés. Si les gens si les spectateurs avaient accès à toutes les sources de fouilles, aux graffitis des équipes de taille de pierre et de pose de la pierre qui sont à l'arrière des pierres de la chambre de Khéops, par exemple, au-dessus de la chambre de Khéops, de la chambre du roi, les gens ne croiraient pas à la révélation des pyramides. C'est juste que Imhotep était là. Non, c'est en fait il y a le nom des équipes en fait pour se faire payer. Les ouvriers mettaient filés de l'équipe de l'horizon de Khéops juste derrière les pierres. Et on n'a pas accès à ces pierres-là, donc on peut pas. C'est pas les archéos, c'est pas comme certains disent. Non, mais c'est les égyptologues qui sont allés derrière les pierres, qui ont fait le tag, et puis comme ça prouve que c'est bien Khéops. Non, parce qu'on peut pas y aller en fait. Pour voir ces tags, on est obligé de glisser une caméra derrière. Donc c'est un problème de. Mais ça, j'imagine que même ça, c'est pas reçu comme preuve par ceux qui sont convaincus de l'inverse. Non, mais c'est parce que ils font confiance à des gens qui affirment avoir un savoir supérieur. Et puis ça paraît impressionnant, mine de rien. Des pyramides, les Égyptos disent qu'elles ont un peu plus de 4500 ans. Des conspis vont dire mais non, elles ont plus de 20 000 ans et elles sont toujours là. C'est vachement impressionnant. Un tas de cailloux comme ça qui est encore là depuis 16, 15, 17 000 ans. Donc les gens se disent mais ouais. Moi, un caillou comme ça, tout seul, je le bouge pas. Je serais pas capable d'en empiler des millions. Donc ça peut être Donc ça peut être qu'une aide extérieure. En fait, c'est faux, c'est ça. Ça vient pas. Nous, de ce que connaît l'archéologie et l'égyptologie actuellement. Les mecs qui répondent sérieusement en argumentant. Oui, mais il faut. Dans l'état actuel des connaissances. Dans l'état actuel des connaissances, oui, c'est des ouvriers qui ont bossé. Et puis mais le truc, c'est que les conspis, désolé, je monopolise un peu, mais les conspis qui nous disent non, mais vous imaginez des dizaines de milliers d'ouvriers, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils fassent leurs besoins. Ou est-ce que on les voit pas, Bah ouais, mais si tu te renseignes un peu sur les programmes de recherche, il y a des gens qui étudient le caca des ouvriers qui ont bâti les pyramides. Ouais, spécialiste en latrine égyptienne. Mais comme tu n'as pas fait de recherche, t'es même pas allé sur Google pour taper caca des ouvriers des pyramides. C'est vrai que c'est une requête. Forcément, tu vas répondre de la merde. Alors, si vous voulez taper des trucs chelous comme ça, tapez-les dans Google Scholar. Tapez pas dans Google tout court, il va se passer des choses avec votre historique. Ça, c'est un bon type, ça. Juste pour le plaisir, dans Google Scholar, on a tous les livres des astrologues. Donc. Serge, justement, pourquoi le domaine des sciences humaines et sociales ne s'intéresse pas à l'astrologie? Il n'y a pas un chercheur qui travaillerait là-dessus? C'est dur de me lancer comme ça, je te remercie. Non, pardon, on pouvait parler d'autre chose, mais là, c'est une excellente question. Moi, je n'ai pas vraiment la réponse, mais c'est vrai que je me heurte un petit peu à ça. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, ou quasiment, qui travaille sur la question astrologique. Donc moi, je connais une personne qui travaille sur la disparition de l'astrologie au XVIIe siècle. Mais à part lui, il n'y a à peu près plus personne. Et quand je contacte les universitaires, puisque j'essaye
de battre le record de propositions de doctorat sans financement. J'en suis à 13 pour l'instant. Et donc on me répond c'est intéressant, mais personne ne voudra financer ce genre de choses. Donc je pense que l'astrologie, en tout cas, n'est plus étudiée parce que, évidemment, c'est inintéressant. L'astrologie, c'est quoi? Les horoscopes et la voyance. Mais sauf que ça reste un phénomène de masse quand même. Mais justement, voilà. Ça dit quelque chose de la société. Mais complètement. Donc en décembre dernier, le dernier sondage IFOP a montré que 40% des Français pensaient encore que l'astrologie était capable de rendre compte des traits de caractère. Les horoscopes sont partout, etc. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les sociologues ne travaillent pas plus sur ce sujet-là, par exemple. C'est des connards de Gémeaux, c'est tout. Ouais. À mon avis, À mon avis, il y a de la Vierge aussi, parce que Gémeaux, ça ne suffit pas, faut être... voilà. Non, mais là, c'est donc un objet sociologique dont personne ne s'empare. C'est ça que vous soulignez. Après, moi, j'ai des réponses à suggérer, mais je ne peux pas dire que ce sont les explications. Mais je pense que l'astrologie, c'est un sujet qui est très, très technique, et qu'en fait, les chercheurs ne travaillent jamais sur l'astrologie au sens de la pratique de l'astrologue au quotidien. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il pratique, comment il croit, et comment son outil, entre guillemets, peut le tromper et guider ses réflexions, ses déductions, ses idées, etc. Donc moi, c'est comme ça, c'est en me posant ces questions-là que je suis sorti de l'astrologie. C'est des questions que je ne trouve pas développées par des chercheurs, alors que ça serait passionnant de rentrer dans ce détail-là. Et l'autre problème, c'est qui peut encadrer ce genre de travail. Donc moi j'avoue que ça me gêne que notamment au niveau des sciences sociales, on n'essaie pas de comprendre comment travaille l'astrologue au quotidien pour voir ce qu'on peut en tirer derrière comme conséquence. Et ça fait des dizaines d'années que les historiens se plaignent eux-mêmes régulièrement dans des articles qu'on trouve ou des conférences. C'est dommage qu'on n'ait pas un travail sur la technique astrologique, parce que l'historien qui travaille sur des textes astrologiques d'il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans, il ne sait pas forcément comment travaille l'astrologue qui rédige ces textes. Donc souvent, les travaux des historiens, ça consiste à analyser les idées des astrologues ou les discours des astrologues. Mais les parties techniques des textes, souvent, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc pour moi, il y a un point noir ici. J'espère que ça changera. Et en termes d'esprit critique, moi, je trouve qu'il y a des failles de ce côté-là et qu'on n'en tire pas les conclusions qui s'imposent, des conséquences. J'espère que vous deviendrez le deuxième thésard après Elisabeth Tessier. Alors, mais des thèses, je crois qu'il y en a une vingtaine ou une trentaine depuis un siècle sur l'astrologie, dans différents domaines. Ça existe, pas dans en un fait. domaine d'esprit critique. Dans ces cas-là, Elisabeth Tessier, c'est pas la première. Ouais, c'est assez triste. Dans votre champ de recherche, Pauline, est-ce qu'il est perméable au complotisme et aux théories alternatives ou... Il est surtout perméable puisque moi je suis à cheval sur la partie sciences humaines et la partie biologie avec toute l'étude... Rappelez-nous ce que vous faites, c'est très intéressant. Moi j'étudie les émotions complexes dans le règne animal. Règne animal hors espèce humaine puisque l'humain fait partie du règne animal. C'est pas sensible au complotisme, c'est plus sensible à un truc qui est quand même une perte importante en termes d'esprit critique, qui est le fait que les gens là-dessus ont des croyances ou que ça heurte certaines de leurs croyances. Si on explique qu'on a des espèces qui sont capables d'être altruistes, il y a des croyants que ça heurte énormément, parce que pour eux, être altruiste, par exemple, c'est signe qu'on a une âme. Et il n'y a que l'humain qui est censé avoir une âme. Certains Descartes dans l'oreillette qui dit que ce sont des machines. Alors, c'est pour Florian, ça. Alors, pour Descartes, Georges, je vous pique complètement cette blague, excusez-moi. Je dirais pas que c'est Descartes, parce que c'était surtout son suivant Malebranche qui a insisté là-dessus. Et les mecs qui se disent ça en se prétendant cartésiens, on dit généralement qu'ils sont surtout mal branchés. Donc, la blague n'est pas de moi, mais je la trouve très drôle et je ne perds jamais une occasion de la ressortir. Mais aussi les blagues, donc les sciences humaines et sociales. Ah oui, non, oui. Non, je vois. Mais il y a surtout en fait des interactions entre ça et des systèmes de croyances comme dans le complotisme, qui est une forme de croyance comme une autre. Dès qu'on a quelque chose qui heurte la croyance, on se retrouve en face avec des réactions qui peuvent être violentes. Que ce soit d'un côté ou d'un autre, il y a des croyants, notamment de certaines religions monothéistes, qui ne veulent pas entendre parler d'émotions complexes, de conscience chez d'autres espèces. Et on a aussi, par exemple, certains
formes, pas tous, mais certaines formes de militants de la cause animale qui ne veulent pas entendre parler de la possibilité de penser réellement à mal de crimes prémédités chez une autre espèce. Ils ne veulent pas en entendre parler. L'animal est pur, il est innocent et il est forcément bon. Bon, voilà, c'est des choses qui sont compliquées, donc on est un peu entre deux feux. On le cherche en même temps. Bon, voilà. Mais voilà, et il y a quelques émergences un peu plus ésotériques ces dernières années où on a l'émergence de gens qui expliquent qu'ils font du magnétisme sur les animaux. Alors je rappelle, l'effet placebo, ça fonctionne très bien sur les bébés, ça fonctionne très bien sur votre chien aussi. Et on a aussi ceux qui vont faire de la télépathie avec l'animal. Et des fois, du coup, on vous demande, oui, mais du coup, toi qui t'y connais, là, le chat, il pense quoi? Désolé, j'en sais, moi. J'en sais rien du tout. Qu'est-ce qu'ils pensent déjà? Alors, vu le degré de viciosité dont ils sont capables... Oui. Mais... Effectivement, il y a des projections qui sont un petit peu compliquées, il y a des systèmes de croyances comme ça qui sont un petit peu compliqués, et là où aussi ça va rejoindre des aspects complotistes, c'est qu'il y a une manne financière derrière assez incroyable, qui est que quand on renonce à la méthode là-dessus, on se met à croire à tout et n'importe quoi, aux gens qui font des naturopathes pour chevaux, on a une quantité de trucs qui est assez... Qui est assez affolante, ouais. Et je pense que c'est important de voir où mène le manque de méthode aussi. Quand on se dit que après tout, ça n'a pas l'air d'être des sciences dures, donc on doit pouvoir prétendre plus ou moins n'importe quoi. On voit que effectivement, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Florian, il y a quoi comme ressort psychologique dans ces croyances-là? Ça dépend des croyances, hein, donc tout n'est pas égal. En psychologie, quelque chose qui est assez présent, un facteur qui est assez présent dans la plupart des croyances, que ce soit pseudo-médecine, théorie du complot, etc., qui n'est pas le seul facteur, hein, mais qui est un des facteurs qui est pas mal étudié, c'est le fait de se fier à son intuition, c'est-à-dire de penser que sa propre intuition est un meilleur guide, est un bon guide vers la vérité. Et ça, c'est un facteur qu'on retrouve à la fois pour le paranormal, les pseudo-médecines, les théories du complot et ces choses-là. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui explique assez bien le manque de crédit des sciences humaines et sociales auprès du public des fois, c'est que plus les gens ont l'impression qu'ils peuvent se reposer sur leur intuition, moins ils vont avoir tendance à se fier à la méthode scientifique. Et en physique, en astronomie, en chimie, les gens n'ont pas d'intuition spécifique. Quand on arrive vers la médecine, les gens ont déjà plus d'intuition au sens d'expérience personnelle. Ils vont dire « Ah oui, mais ça j'ai testé, ça marche, etc. » Et puis quand vous arrivez à des trucs comme la sociologie ou la science politique, les gens ont beaucoup d'avis parce que c'est des éléments qui font partie de leur vie de tous les jours, c'est des choses qui les touchent directement, c'est des choses avec lesquelles ils interagissent. Et donc pour eux, c'est vraiment un cas dans lequel ils ont beaucoup d'expérience personnelle sur lequel ils pensent qu'ils peuvent se reposer. Donc le fait qu'il y ait des sociologues qui disent non, la violence, le taux de crime violent n'a pas augmenté depuis les 10 dernières années, si eux, ils ont le ressenti que leur quartier s'est dégradé ou que la violence a augmenté, voilà, ça va... là, il y a plus d'expérience personnelle et d'intuition et de sentiment qui peut aller à l'encontre de ce que dira la méthode scientifique, quoi. Est-ce que c'est pas un peu désespérant de se dire, Dari, par exemple, si je vais chez le dentiste et qu'il est en train de me soigner la dent, je fais moi je ne ferais pas comme ça, moi. Hein. Moi j'ai une idée différente. Donc là on ne fait jamais ça. Mais vous en tant qu'historien, vous avez une chaîne, vous expliquez, vous prenez le temps, vous êtes patient, vous débunkez, et le mec dit non, c'est extraterrestre. Je ne te crois pas. C'est frustrant, mais après entre le gars qui va juste dire non, je pense que c'est les extraterrestres, si tu penses que c'est les extraterrestres, vas-y. Moi en soi je m'en fous. Ce qui me dérange plus, c'est quand un gars dit c'est les extraterrestres, je vais vous le prouver en 7 films et je vais vous réclamer 400 000 € par film. Ça commence à m'emmerder. On parlait de la manne financière, c'est souvent ça le souci, parce que les gens parfois aient des croyances, s'ils pensent qu'ils peuvent communiquer télépathiquement avec leur chat, pourquoi pas, si c'est ça qui les rend heureux, qui suis-je pour dire que c'est pas vrai et qu'ils y sont pas. Que quelqu'un leur apprenne à le faire en leur facturant des stages 800 €, là je suis pas d'accord. Et cette asymétrie dont on parlait sur les autres tables, c'est-à-dire de dire que justement ils sont capables, les complotistes, de lever des fonds énormes, et vous, même si à vos échelles vous êtes quand même assez suivis, mais c'est quand même plus difficile. On parlait de Clément qui galérait pour son documentaire, non ça c'est une blague, parce que visiblement il a d'autres problèmes, mais quand bien même, on n'est pas sur des séries à 400 000 où tu ferais un documentaire, tu vois,
Non, j'ai pas les compétences pour faire un documentaire déjà, mais après Non, mais l'archéo, c'est ouais. des subventions publiques souvent l'archéo, donc sauf quand il y a un aménagement et que c'est du préventif, mais les budgets, oui, il y a de moins en moins de thunes dans la culture. Et quand je vois des films qui récoltent 300 000 balles et que ça fait 3 ans de fouilles pour un petit chantier de 30 fouilleurs en Alsace, c'est agaçant. Ouais. Après, on ne peut rien faire. Il y a des gens qui ont besoin de rêver. Je ne vais pas empêcher les gens de rêver. Par contre, les enfoirés qui leur pompent de la thune en leur disant non mais les gars, la pyramide, en fait, ça indique la date de la fin du monde. Je vais vous indiquer quand va être la fin du monde. Bon, par contre, il faut me filer de la thune. Si tu la connais, dis-le. Si tu la connais pas, que tu l'inventes au fur et à mesure, ferme ta gueule, quoi. Alors que tout le monde sait que c'est 2012. Serge, vous souhaitiez réagir? Bon, j'allais dire une bêtise, et la date sera forcément après ma mort, en fait. Comme ça, je peux pas être pris en défaut. Non, en termes de manne financière, moi, du côté des astrologues, je connaissais pas mal d'astrologues qui ne vivaient pas de leur pratique. Donc on a souvent l'image des astrologues riches qui passent à la télé, etc. C'est comme tout, ce sont des exceptions. C'est ceux qui réussissent, qui trouvent un modèle financier. Ou alors, vous comparez avec le football, si quelqu'un fait du foot ici, je ne suis pas sûr qu'il gagne 1 million par mois. Par contre, les stars, elles, le font. Malgré tout, moi je pense que par exemple les horoscopes de presse, c'est un loisir, c'est pas grave, c'est machin. Je pense que c'est une porte d'entrée aussi vers tout un tas de choses en termes de pensée magique, mais ça on n'en parle pas. Puis c'est une publicité gratuite pour l'astrologie. Les astrologues n'ont pas trop besoin de faire de la pub sur le fait qu'ils existent, parce que tout le monde sait que l'astrologie ça existe à cause des horoscopes, même si je ne parle pas des différences entre les uns et les autres. Et à côté de ça, on dit aussi, oui, mais si les gens veulent aller consulter un astrologue, c'est pas grave. Alors, on peut encore parler en termes de porte d'entrée vers la pensée magique, mais souvent on oublie de dire que la personne elle va peut-être aller consulter son astrologue, donc ok, ça coûte pas très très cher, mais par contre après elle va aller peut-être chez son naturopathe parce qu'elle a un petit problème, puis si ça marche pas, il y a l'énergéticien aussi, et puis finalement il y a un vrai budget derrière. Moi j'ai connu des personnes comme ça qui me disaient non mais ça me coûte pas trop cher, ça me coûte 40 €, 50 €, et puis en parlant avec elle, en fait, toutes les semaines elle allait voir quelqu'un de différent, et finalement il y avait un vrai budget derrière. Et il y a des personnes qui vivent de ça, et c'est vrai que moi aussi, des fois, ça me pose un petit problème. Et qu'est-ce que ça nous dit de la société, justement, la prolifération de ces propositions alternatives? Moi, je ne suis pas sûr qu'il y en ait on va pas bien, en fait, Serge. Ouais, non, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus qu'avant, surtout. Ouais, je pense qu'il y en a toujours eu, sauf qu'on en parle beaucoup plus. Et c'est vrai qu'avec l'effet des réseaux sociaux, on en parle beaucoup plus. Je ne sais pas si vraiment il y en a beaucoup plus qu'avant. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus. Moi, quand j'entends dire « oui, aujourd'hui, l'astrologie est à son top », non, on prend les sondages des années 80, c'était la même chose. Mais l'astrologie, elle fait ça, en fait, au fil des décennies. Donc là, on est sur un haut, probablement à cause de la Covid ou ce genre de choses. Je ne sais pas. Je pense que là-dessus, on peut, en tout cas, moi, je me range à l'avis d'Umberto Eco, qui pensait que, en fait, ça n'a pas changé. C'est juste des gens qui disaient les mêmes choses avant, sauf qu'avant, ils n'avaient pas d'audience. Je veux dire, il y a... Ils disaient que c'était dans un bar. Non, mais c'est ça. Il y a 80 ans, par exemple, il y aurait un mec qui aurait dit « Oui, vous savez quoi, la pyramide, elle a été construite par des extraterrestres. Ils ont la tronche des statues de l'île de Pâques. » La seule question qu'on leur aurait dit, c'est « Jacques, rentre chez toi, t'es bourré. » Alors je vais n'être pas d'accord avec ça, parce que j'avais dans ma famille quelqu'un qui avait une très grande bibliothèque de cette collection que je ne connaissais pas, que je ne me rappelle pas le nom, mais c'est des livres de poche rouge. L'aventure mystérieuse. De succès, où j'avais bouquiné ça quand j'étais petit, chez cette personne que je ne dénoncerai pas. Et il y avait des trucs avec, avant, l'eau atteignait, le niveau des mers atteignait le haut des Andes, et puis il y avait des géants qui vivaient là-haut, quoi. Et c'est exactement le même genre de truc que la pyramide aujourd'hui, c'est juste que le médium a changé, mais ces trucs étaient déjà là il y a au moins 30 ans, quoi. En tout cas, ce qui traverse l'étape depuis ce matin, c'est cet effet de loupe et de massification. Effectivement, ça pouvait représenter quelque chose qui était une niche, et aujourd'hui, le phénomène est plus visible. Mais est-ce qu'il est aussi important statistiquement? Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple RMC Découverte, qui diffuse autant la révélation de la pyramide que des reportages intéressants, des fois. Mais même en faisant un reportage intéressant, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire le mystère des pyramides, machin. Il faut toujours que ce soit mystérieux pour intéresser les gens, et c'est chiant, en fait. Ça peut être très intéressant, même si c'est juste parler de la vie des ouvriers qui ont passé du temps à construire le truc. Mais si on ne met pas mystère dedans, les gens ne vont pas venir voir. Et c'est triste. C'est à vous de nous faire rêver, Dari. J'essaie. Vous ouvrez vos vidéos, il n'y a pas de mystère chez vous. Concrètement, on a retrouvé 3 os, on a mis 3 semaines à les trouver.
et un petit morceau de poterie, et ça nous apprend ça. Bouleverser toute la chronologie d'une ère culturelle, c'est quand même intéressant, même si c'est pas mystérieux, ça reste impressionnant, je trouve. Et puis vous savez nous le vendre. J'essaye. Merci. Il y a beaucoup de choses qui sont très impressionnantes sans être forcément mystérieuses. Pour prendre une autre construction qui peut-être nous parle plus, parce que les pyramides, c'est vrai que c'est loin, il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont vues en vrai physiquement. Quand vous regardez la construction d'une cathédrale, bon, c'est pas les extraterrestres qui l'ont fait ou je sais pas quoi, mais c'est impressionnant. Et surtout quand on fait les reconstructions avec les techniques de l'époque, de voir comment est-ce qu'ils ont fait ça. Le simple fait de se trouver dans une cathédrale au centre de la nef et de regarder comme ça est déjà très impressionnant. Pourquoi il n'y a pas de complotisme sur les cathédrales alors? Je sais pas, il y a du complotisme sur les C'est cathédrales. moins Il y exotique, en a, non non, il y en a Oh beaucoup. merde, pardon. Il y en a beaucoup et qui sont liés aux pyramides d'ailleurs. Il y y en a qui disent que Ah. les pyramides sont faites en Mais j'ai dit ça pierre au moulée pif, c'est du béton égyptien et que ça a traversé les âges Bien sûr. via les prêtres, les templiers, les machins, et que les cathédrales sont aussi en béton moulé parce qu'on ne peut pas sculpter ça avec nos mains d'homme. Tu vois. Donc, Mais est-ce qu'il y a vraiment l'idée que les humains n'ont pas pu construire les cathédrales tout seuls? oui. Ah, vraiment? Parce que Oui, moi, vous j'avais le verrez pensé- dans le prochain nettoyeur qui je va pensais qu'il y avait sortir. un peu, je pensais qu'il y avait un peu un biais civilisationnel disant que bon bah ça c'est notre civilisation, nous on est quand même vachement plus. Non, justement, les plus gars meilleurs, te disent donc, que les cathédrales gothiques sont apparues d'un coup comme ça, et que c'est parce qu'il y a des technologies atlantes qui ont été retrouvées par certains peuples scandinaves notamment, qui sont allés jusqu'en Amérique du Sud. Et- Enfin, Et la Sagrada Familia qui est toujours en construction, ils font quoi avec Ouais, mais ça, c'est pas les bonnes technologies atlantes. Ça, Ah. Mais ça, C'est la version d'épaule. Larry, c'est un discours isolé ou c'est vraiment un discours partagé? Alors, ce discours sur les cathédrales, je l'ai entendu chez 4 ou 5 personnes différentes, mais il y en a qui commencent à ressortir des films dessus. Depuis 2019, là, ça reprend un petit peu vie sur les cathédrales. Parce que, on n'a pas, comme pour les pyramides, on n'a pas de plan. On a quelques croquis d'architectes, enfin dans des carnets de croquis, en gros, sur des sculptures particulières ou autres, mais on n'a pas de plan de construction. Et ça, dès qu'on n'a pas de plan de construction en mode plan Ikea, d'abord tu prends 20 000 ouvriers, ensuite tu les fais... Ça embête les gens. Mais c'est vrai qu'on se demande comment est-ce qu'ils ont... C'est impressionnant, on se demande comment est-ce qu'ils ont pu le faire. Il y a une idée sous-jacente qui est un peu triste, c'est de se dire de ne pas reconnaître tout simplement le génie humain. Oui. C'est-à-dire que cette capacité imaginative, que ce soit l'île de Pâques, Notre-Dame ou les pyramides, c'est juste voilà, l'humain. Et même des choses qui ne sont pas forcément impressionnantes en taille, simplement. Un chat. Simplement en précision. Enfin, si vous allez aux antiquités orientales au Louvre, vous allez trouver des petites statuettes, des sculptures qui sont parfois grandes comme ça, qui ont plus de 3000 ans, qui sont d'une finesse, d'une précision. Et vous dites, mais ça a traversé 3 millénaires, c'est incroyable. On peut aussi être très impressionné sur des choses comme ça. C'était des humains qui simplement avaient choisi bien leurs matériaux pour qu'ils traversent le temps, pour qu'ils soient là, qui avaient leur artisanat, qui avaient leur art, qui savaient faire des choses. Je sais pas, est-ce que ils sont tous en train de dire que les souffleurs de verre du village à côté de chez ma mère, c'est des Atlantes aussi? Enfin, au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter, non? Enfin, je sais pas. Je sais pas, ils sont comment? Ils ont une démarche un peu bizarre, ils ont le teint verdâtre. Alors, ils ont une C'est démarche des un peu Atlantes. bizarre, mais je crois que c'est parce qu'il a eu un accident de fourneau une fois. Et... Ah, mais il n'est pas vert. jamais lancé Ça arrive dans pour pas mal de docu-conspi de dire avec notre technologie moderne et nos machines, on n'est pas capable de le faire. Typiquement, polir de la pierre avec nos machines aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Et les gars oublient que, par exemple, des miroirs d'astronomie, bah, on se les tapait à la main. Et parfois encore aujourd'hui, tu fais des trucs à la main parce que c'est plus précis et c'est plus propre que quand tu fais ça avec une machine. Mais ils l'oublient. Serge. Je pense que c'est tout le rapport à la connaissance en fait qui est interrogé là derrière par des personnes qui n'ont pas certaines formations. Et moi je me rappelle très longtemps, j'ai été un petit peu admiratif envers les gens qui produisaient des connaissances, encore plus si c'était il y a des siècles et des siècles. Et on a l'impression qu'il faut vraiment que ce soit des gens exceptionnels qui aient été là pour produire des choses exceptionnelles. Alors que non, en fait, ils travaillaient tous ensemble, et puis c'était des hommes comme nous, et puis il n'y a pas besoin d'être surhumain pour produire des choses vraiment qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui. Donc c'est profond, quoi. Écoutez, merci à tous les quatre, on vous applaudit. Et alors, à qui je vais piquer le micro? Je vais piquer le micro à Serge parce que c'est plus calme. Il ne va pas m'en vouloir. Et on va passer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on va commencer. Oui, je vais dans le bon sens, tiens. C'est vous, hein, monsieur?
Ensuite, s'il y a d'autres questions, faites-moi signe à l'avance, en vert, là. Alors, 1, 2, 3. Ça marche. Oui, bonjour et merci pour votre intervention. Moi, j'ai une petite question à poser. Personnellement, je ne mets absolument pas en doute sciences humaines et sociales et esprit critique. Hein. Même si le protocole est différent que celui qui est mis en place par ceux qui sont passés avant vous, bien sûr, les sciences humaines et sociales relèvent pleinement des sciences. Mais quand je participe à des conversations sur Internet, je me rends compte que ces sciences humaines et sociales sont extrêmement mises en doute dans leur scientificité, notamment à cause de la guéguerre qui existe entre sciences humaines et sociales, d'un côté, académique, européenne, hein, pour faire très vite, et les fameuses studies. Et moi, j'aimerais savoir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Comment se fait-il qu'il y ait un tel décalage entre ces deux axes, on va dire, et puis pourquoi l'une ne reconnaît pas l'autre et réciproquement. Voilà, j'espère que ma question est simple, je ne vois pas très bien, enfin j'espère que quelqu'un arrivera à y répondre, je vous remercie. Je pense qu'on va faire un petit bout tous les deux. Moi, de toute façon, je vais plus fournir un contre-exemple, je pense, qu'une explication, puisque moi, je travaille à cheval complètement. C'est quelque chose qui n'a jamais posé de problème ni à ma directrice de thèse, qui, elle, venait vraiment de sciences humaines, ni aux gens qu'elle m'a attribués dans les comités de suivi, qui, eux, venaient vraiment, alors notamment des neurosciences. La question, c'est d'arriver à trouver un dialogue, parce que comme on arrive avec des méthodologies très différentes, il faut arriver à se parler. Et il y a des gens, parfois, c'est souvent des gens déjà bien installés dans leur carrière, ils n'ont pas forcément envie de faire l'effort de changer des choses chez eux pour que ça arrive à communiquer avec d'autres disciplines. Donc il peut y avoir aussi simplement des choses comme ça qui ne fonctionnent pas très bien. Mais au contraire, on croit de plus en plus, et il y a beaucoup de projets de recherche qui sont financés sur ça, sur l'interdisciplinarité, y compris entre des champs qui avaient l'air d'être parfaitement séparés, qui de fait ne le sont qu'artificiellement. Florian, tu veux... Oui, c'était pour rebondir sur l'idée qu'il y avait, si je n'ai pas compris, une sorte d'opposition entre les sciences humaines et sociales et les studies. Alors non, en fait, tout ce qu'on appelle le champ des studies, gender studies, postcolonial studies, c'est des champs qui sont reconnus en général par les autres disciplines dans sciences humaines et sociales. C'est des champs dans lesquels il y a des bons travaux et puis il y a des mauvais travaux, mais c'est des champs qui ont été, on va dire, visés parce que ils touchent à des sujets politiques sensibles. Et il y a eu des mauvais travaux aussi, mais c'est ceux-là qui sont mis en avant par les gens qui veulent décrédibiliser un peu ces champs-là. Mais en général, je ne crois pas que ces champs-là ne soient pas reconnus par les autres chercheurs en sciences humaines et sociales, quoi. On va prendre la question de monsieur. Oui. Du coup, j'ai deux questions même. Une par rapport à l'intuition. Ça m'arrive assez couramment d'avoir des gens qui valorisent beaucoup l'intuition et en tenant un discours de « je me méfie de l'intuition et j'essaie d'avoir d'autres outils », du coup, j'accueille pas le côté, l'intérêt qu'a la personne pour l'intuition. Et du coup, j'ai l'impression de manquer un peu d'outils sur comment expliquer le rôle, l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on a de l'intuition, pour rendre entendable le fait que, oui, mais ça a des limites aussi. Et du coup, voilà, ça c'est la première question. Comment traiter là-dessus? Je dis juste la deuxième, vous verrez s'il y a la place pour répondre aux deux. La deuxième, c'est par rapport à la spirale dynamique, quand vous avez parlé des étapes d'évolution et du fait qu'il y avait un courant déterministe sur ça passe par telle étape, puis telle étape, puis telle étape. Je ne sais pas si la spirale dynamique s'inscrit dans ce courant-là. Et en gros, je ne sais pas s'il y a une validité scientifique avérée aujourd'hui sur ce modèle-là ou s'il est plutôt obsolète. Alors, je vais commencer par la fin. Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'est la spirale dynamique. Je connais les théories circulaires de Vico, mais qu'est-ce que vous entendez par spirale dynamique? Voilà. Il va falloir que je lui redonne le micro, oui, évidemment. Merci Florian. Du coup, c'est un modèle que je ne maîtrise pas suffisamment pour pouvoir le décrire en détail, mais grosso modo, c'est à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective le fait qu'on ait des enjeux
très primaires, puis plus complexes, féodaux, écologiques, bref, avec différentes étapes, et qu'au fur et à mesure, les enjeux primaires restent valables, mais qu'avec une évolution, on se dote d'autres outils, et du coup d'une vision plus d'ensemble et de capacité à gérer des choses plus complexes. Peut-être Dari aussi. Je pense ne pas être assez compétent pour répondre à cette question. Dari peut-être. Ouais. Moi, je peux réagir sur la spirale et justement ces étapes d'évolution. Si je prends un chantier d'archéo que je connais bien en Alsace sur un secteur minier sur des mines de plomb argentifères, les gars au mi-15e jusqu'au 17e s'étaient rendu compte que balancer l'eau de lavage du minerai chargée à 40% de plomb dans les champs en bas de la vallée, c'était pas cool pour les champs. Donc ils ont créé des bassins de rétention avec de la pierre, de l'argile, et ils gardaient leur flotte surchargée en plomb à côté de leur zone de traitement de minerais pour ne pas pourrir l'agriculture derrière. Je pense qu'entre le 16e et le 18e, il y a un moment où l'écologie, sur ce plan-là, on s'en est foutu, et puis maintenant on revient dessus. Du coup, je ne pense pas que ça soit des étapes forcément progressives, bénéfiques. Je ne sais pas comment je pourrais le qualifier. Mais c'est des étapes, quoi. Oui, c'est pas forcément que ça progresse. Je veux pas mettre de jugement de valeur, mais sur le déterminisme dont parlait Florian, peut-être que sur toute cette époque des Lumières, le côté primitif, civilisé, ultra civilisé, il y a un sentiment de progression bénéfique pour l'homme et le monde, ou juste l'homme, ou que sais-je. C'est la même fausse impression qui existe avec l'évolution, c'est que on dit oui, l'évolution a progressé vers l'humain. Non, le vivant, il a fait ce qu'il pouvait à chaque fois. Et d'ailleurs, ça répond un petit peu, en tout cas, à la première question, pour pas prendre trop de temps, qui est que l'intuition, c'est un truc qui vient peut-être, entre autres, de notre cerveau et de comment est-ce qu'il a été adapté à sa vie à une certaine époque. Notamment faire des liens de causalité qui en fait n'en sont pas, mais ça lui a servi d'un point de vue évolutif, et le monde a évolué beaucoup plus vite que notre cerveau, et simplement c'est un outil qui est ce qu'il est, qui est un outil biologique, mais qui aujourd'hui est obsolète. Et il faut l'accueillir comme ça. Il a fait ce qu'il a pu, mais ça suffit pas. Voilà. Ouais, on a beaucoup insisté sur le fait que les méthodes des sciences humaines ne sont pas forcément les mêmes que celles des sciences de la nature, mais pour moi le dénominateur commun entre les démarches scientifiques, c'est l'idée d'aller tester des choses qui nous paraissent évidentes, c'est-à-dire intuitives. Donc voilà, peut-être qu'il y a plein de choses qui peuvent vous paraître évidentes sur la société aujourd'hui, et le but des sociologues, par exemple, c'est d'aller voir si c'est vraiment si évident, quoi. Et je pense que c'est quelque chose d'assez constant. C'est ce qui rejoint pour moi la science et l'esprit critique. C'est l'idée de ne pas se satisfaire que quelque chose ait l'air évident, mais d'essayer de voir comment on pourrait tester ça. Et puis moi, j'aimerais bien rajouter en termes de piège de l'intuition, parce que quand j'étais astrologue, j'avais beaucoup d'intuition, et c'était vraiment très beau, très merveilleux à vivre, etc. etc. Et le problème, c'est que l'intuition, on rapproche ça souvent d'un raisonnement un peu automatique, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de tout vérifier dans les étapes, donc on fait beaucoup d'associations d'idées. Souvent, les gens qui sont dans l'intuition défendent l'analogie, par exemple. Alors c'est pratique, l'analogie, on peut aller très très vite en donnant des rapports, etc. Et le problème, c'est que ça peut marcher quand vous êtes dans votre domaine d'expertise. Dès que vous sortez de votre domaine d'expertise, vous continuez à avoir des intuitions, mais techniquement, vous prenez beaucoup plus de risques. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'en fait, ils exercent leurs intuitions dans des domaines pour lesquels ils ne sont pas compétents. Et c'est très, très piégeux, parce que l'astrologue qui est dans l'astrologie depuis 30 ans, il a plein d'intuitions. Je vais prendre un exemple sur les origines historiques de l'astrologie. Mais s'il ne s'est pas documenté un peu, s'il n'est pas un petit peu historien, entre guillemets, en faisant attention à ce qu'il fait, il va penser n'importe quoi sur les origines historiques de l'astrologie, et il va en se considérant comme un expert du sujet. Mais en fait, non, là, il part dans des questions qu'il ne maîtrise pas. Et donc, on en revient toujours au même problème, c'est prendre le temps d'aller vérifier sur quoi on se base. Et puis, ce qui est difficile aussi, c'est qu'on a le point de départ de l'intuition, le point d'arrivée. Essayer de déterminer quelles ont été les étapes. Et ça, c'est tout un cheminement qui n'est pas évident, qu'il faut travailler. Et moi, je suis vraiment passé par là pour prendre de la distance, quoi. Donc ça peut peut-être servir aux personnes que vous connaissez. Autre question ? Ok. Moi, ça va rejoindre un peu la première question qui a été posée.
Donc, du coup, moi, j'ai vu que vous avez parlé d'astrologie, d'archéologie, tout ça. Par contre, pour toutes les questions de study, je pense que c'est ce que avait dit la première question. Vous n'avez pas parlé tout ce qui est rapport de domination, patriarcat, rapport de classe, tout ça, alors qu'il y a quand même pas mal de personnes qui émettent des fausses... comment dire, qui disent des énormités, on va dire, sur ces sujets pour contredire des consensus qui sont faits au niveau de ces sujets. Et par rapport à ça aussi, vous avez parlé des médecines alternatives. Il y a beaucoup dans cette partie de sciences humaines et sociales qui peuvent expliquer de pourquoi ces personnes croient en ces médecines-là, qui sont des études sociologiques. Du coup, est-ce que vous pensez que la communauté de l'esprit critique et zététique pourrait s'emparer de ces sujets? Vous voulez dire tout ce qui serait les études et déterminants sociologiques de ces croyances? Ça dépend quel est l'objectif de la communauté zététique. Si son objectif c'était d'expliquer ces croyances-là, il faudrait forcément s'emparer de ces résultats-là. Si le but d'une pratique zététique et d'une communauté zététique, c'est d'amener les gens à réfléchir pour qu'ils remettent en question ces croyances, c'est pas évident que ces choses-là sont directement applicables. Par exemple, imaginons qu'effectivement il y ait des déterminants sociologiques qui amènent certaines personnes à être plus sensibles à ces croyances-là. Est-ce que ça nous dit des choses sur la façon dont il faudrait approcher ces personnes-là pour réussir à les convaincre et à les amener à réfléchir à ces questions? Peut-être, mais disons que c'est pas clairement applicable de cette façon-là, pour moi. Voilà, moi, ce que je réponds aux personnes qui nous font ces critiques-là, on leur dit donc que vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas certaines compétences, de nous reprocher de ne pas les avoir. Et moi, c'est ce que je réponds toujours. Je n'ai pas le temps d'aller passer 2-3 thèses pour me former à tout ce qu'on nous reproche, parce que ce n'est pas juste un petit truc. Et donc, je leur dis, mais produisez des contenus. Expliquez-nous ce qui ne va pas, ce qu'on a raté. Et puis, nous, on va prendre connaissance de ces contenus, on va se former comme on peut sur le tas, et on est demandeur de ça. Et aux dernières nouvelles, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on nous répond « Ah oui, il faudrait vraiment qu'on le fasse, on n'a pas le temps, machin. » Ouais, mais... Donc, moi, ça, c'est ma première réponse pour dire qu'on ne rejette pas, en tout cas, ces critiques. Il n'y a pas de raison. La deuxième, j'évoquais tout à l'heure la question de l'astrologie par rapport à la sociologie. Moi, je suis désolé, mais les études sociologiques, elles n'expliquent pas pourquoi on croit en l'astrologie. Et quand on regarde les résultats, on a un certain pourcentage de personnes qui vont vers l'astrologie parce qu'elles ont un manque de sentiment de contrôle sur leur vie, mais ce n'est pas 100%. Et puis, ça n'explique pas pourquoi elles y restent après. Et puis, il y a aussi tout un public qui s'intéresse à l'astrologie alors qu'il n'a pas du tout ce manque de sentiment de contrôle, c'est presque de la surconfiance. Donc pour moi, l'approche sociologique, à ce niveau-là, elle n'est pas suffisante, elle est partielle, mais elle ne répond pas à toutes les questions. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres sujets. On va prendre d'autres questions. Oui, merci pour vos interventions. C'est parfois très éclairant de voir un état de l'art sur la vision de la science. Vous avez parlé de ces problèmes de diffusion et de financement de choses qui sont non scientifiques et qui posent des problèmes aussi sociaux, qui posent des problèmes sur des croyances en des choses fausses. Moi, mon interrogation par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y aurait un moyen de contrer ça de manière militante entre guillemets, on est tous réunis ici sur la notion d'esprit critique. Est-ce qu'il y aurait un moyen de contrer ça avec la production, le financement participatif de contenu justement qui soit d'une qualité d'esprit critique et qui produisent finalement une science plus populaire, plus accessible et même idéalement contrôlé par le public. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? C'est un peu délicat de mon côté, si je combats les leaders conspi qui réclament de l'argent aux gens pour faire des documentaires moisis, je me sentirais pas top de réclamer de l'argent pour faire du debunk de ces trucs-là, sachant que je le fais déjà gratos. Tu vois.
Donc, j'ai pas envie de faire payer les gens pour quelque chose qui me motive. Ça prend du temps, mais j'ai pas envie de faire payer les gens. Juste, le meilleur moyen pour contrer tout ça, c'est de réussir à rester ouvert. Tu vois, je prends l'exemple de ma chaîne. Il y a toujours des mecs qui arrivent et qui m'insultent en me disant « Ah, tu dis de la merde, t'es qu'un gros con parce que ça, c'est pas possible ». Je vais pas lui dire bah, « T'es un boulet, casse-toi ». Je dis « Mais pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas possible ?» Même si vous vous faites défoncer par un gars en face, réussir à rester ouvert en lui demandant mais pourquoi est-ce que tu crois ça, et puis revenir quasiment sur de l'entretien épistémique pour voir quelle est sa source, voir là où ce qu'il va nous dire, bah, il s'est trompé ou c'est faux ou il l'a mal compris, et essayer de le désamorcer un petit peu comme ça. Je pense que c'est le meilleur moyen. Si tout le monde prend le temps de ne pas envoyer chier les gens qui ont mal compris des trucs, on va avancer vachement plus vite que si je vous demande de me filer tous 50 balles pour faire un docu qui ne sera pas forcément vu par les mecs qui viennent m'insulter. Donc, il y a un truc aussi, je pense, qui est que sur la production de contenu, effectivement, il y a déjà des choses qui existent au point de vue du debunk, de la vulgarisation, etc. Mais si on veut faire une étude qui ait une valeur et une portée scientifique, il faut que ce soit fait par des gens qui sont formés en tant que scientifiques, parce que sinon la méthodologie ne sera pas bonne et ne sera pas suffisante pour être exploitable et valable. Et former quelqu'un, même encore plus un groupe de personnes, ça prend beaucoup de temps. Le moment où on commence à produire vraiment de la recherche, la thèse, c'est Bac+8. Il faut avoir le temps de consacrer ça, et c'est pour ça que c'est normalement un truc professionnel. Mais à petite échelle, sur des contenus, sur des points, c'est tout à fait possible, mais dès qu'on veut produire des travaux qui vont avoir de la valeur scientifique, il faut que ce soit des gens qui soient formés à la production de la science, en fait, tout bêtement. Et ça malheureusement, ça demande du temps. Et ça demande aussi généralement des financements publics, parce que votre thèse, vous allez passer 3, 4, 5 ans à l'écrire, et pendant ce temps-là, il faut manger. Voilà. Parce que c'est fait par des chercheurs, les chercheurs sont des humains. Ils ont besoin de manger. Donnez-nous à manger. Bientôt, ça va arriver, on va prendre la dernière question. Ah, Serge, vous vouliez répondre? Ouais, j'aimerais bien compléter un peu. Comment dire, en termes de nombre de chaînes dédiées à l'esprit critique, donc là, il y a un petit renouveau. Je pense que la Covid a motivé des gens à se mettre en avant, donc heureusement. Mais à l'inverse, il y a plein de chaînes qui ont disparu, qui se sont arrêtées, parce que justement, les gens n'ont pas de salaire, ne sont pas financés pour ça. Donc quand on a un salaire et qu'on fait ça en plus de son salaire, bien sûr, c'est facile, excuse-moi, mais de dire « Oh non, moi je ne vais pas demander de l'argent pour faire ça ». Mais quand ce n'est pas le cas, et quand on aimerait vraiment faire ça, je dirais presque à temps plein, si, il faudrait pouvoir avoir un financement, et moi je pense que ce serait bien. Et par contre, évidemment, après il faut faire contrôler par les experts des sujets qu'on aborde et tout ça, mais pour moi, ce n'est pas un problème. Et moi je suis toujours gêné quelque part quand je vois des organismes publics qui vont financer des chercheurs ou des étudiants pour faire de la vulgarisation. Et puis nous, entre guillemets, non. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a certains d'entre nous, pas forcément moi, mais certains d'entre nous qui ont vraiment commencé à produire un travail très intéressant, et je pense que s'ils avaient été motivés, encouragés, ça aurait pu donner encore autre chose, et dans ces cas-là, ça revient à produire plus souvent des travaux, des productions. Enfin, travaux, c'est peut-être pas le bon terme, mais... Et moi, personnellement, je regrette qu'il n'y ait pas plus de financement, mais en termes de solutions, je ne sais pas quoi proposer, à part les crowdfunding habituels. Dernière question, donc. Bonjour, merci d'être ici. On oppose souvent esprit critique et dogmatisme. Et moi, je me posais la question de à quel point l'esprit critique peut douter de lui-même. On considère tous comme vrai le principe de causalité, le principe de non-contradiction. Et est-ce que, selon vous, ça, c'est des dogmes? Et si on peut en douter, comment on peut le faire sans faire s'effondrer tous nos raisonnements ultérieurs? C'est peut-être une question un peu philosophique. C'est pour Florian. Ouais, je pense que je vais gérer celle-là. Alors, il y a 2 degrés. Il y a le principe de contradiction. C'est vrai que ça, c'est une discussion qui existe depuis Aristote. Est-ce qu'on peut prouver le principe de contradiction? Et puis la réponse d'Aristote, c'était si vous niez le principe de contradiction, toute discussion devient impossible de toute façon. Parce que si vous niez le principe de contradiction et que votre interlocuteur lui dit telle chose, et puis vous voulez dire de toute façon je parle pas avec toi, t'es un chou-fleur,
Parce que à partir du moment où il y a vraiment une preuve logique qui prouve qu'à partir du moment où on nie le principe de contradiction, tout est vrai et son contraire. Donc on peut en dériver n'importe quel fait. Après, le principe de causalité est un peu plus discuté. Il y a une grande tradition sur le sujet de savoir. Donc principe de causalité, on entend par là le fait que tout événement qui se produit a une cause. Et la validité du principe de causalité est quelque chose qui a été assez débattu au cours de l'histoire de la philosophie. Par exemple, si on prend des gens comme Kant et Schopenhauer, ils pensent que le principe de causalité n'existe que dans notre esprit, en fait. Le principe de causalité, pour eux, s'applique au monde parce que nous voyons le monde filtré à travers ce principe-là. Mais le monde lui-même n'est pas soumis au principe de causalité. Et donc ça, bon là c'est de la philosophie, mais techniquement, on peut garder l'esprit ouvert sur le fait que le principe de causalité pourrait ne pas s'appliquer. Et ça, c'est quelque chose de discutable. Par exemple, certains philosophes ont défendu l'idée selon laquelle peut-être que le principe de causalité est remis en cause par la physique quantique, mais alors là, on s'avance vers des terrains glissants. Donc, oui, on ne peut pas prononcer quantique, généralement, ça voilà, invoque des trucs très bizarres. Mais oui, disons qu'on peut garder la plupart des choses. Donc le principe de contradiction est un cas très extrême, mais il y a des philosophes comme Quine qui ont défendu cette idée que tous les principes sont potentiellement réfutables. Il y a juste certains qui vont demander beaucoup plus de raisons parce qu'ils sont beaucoup plus fondamentaux que d'autres, quoi. Et donc le principe de causalité est réfutable, mais ça va demander un niveau de preuve beaucoup plus élevé que, je sais pas, le principe selon lequel le même soigne le même, quoi. Serge. Ouais, moi je voudrais réagir à la question du dogmatisme, esprit critique et dogmatisme. Pour la partie fondement logique, etc., je pense que Florian a déjà bien répondu. Par contre, sur la partie de l'attitude humaine, c'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas là pour prêcher la bonne parole. Et on n'est pas là pour déconvertir des gens comme d'autres cherchent à convertir des gens. Donc il ne faut pas qu'il y ait de prosélytisme dans notre démarche. Et donc pour ça, on a des méthodes, je dirais, pour essayer de sortir de ça, en tout cas, et notamment se prêter à la contradiction, se prêter à la recherche d'erreurs et être dans une certaine attitude. Pour reprendre la toute première question de la toute première table ronde, qu'est-ce que l'esprit critique ? Il faut être ouvert déjà à la remise en question, au fait qu'on ne détient pas la vérité. Ça, c'est la première chose, c'est vraiment le plus important. Et donc, quand on est face à un tenant et qu'on lui dit « mais non, tu dis n'importe quoi, comme si moi j'avais la vérité », c'est vraiment des choses auxquelles il faut apprendre à s'habituer, à se méfier de ce genre de réflexe et surtout pas commettre les mêmes erreurs que d'autres ont déjà commises et que nous-mêmes on dénonce. Donc l'application de l'esprit critique, la zététique, ça ne doit surtout pas être ça. Et donc j'en profite pour rebondir aussi sur la table ronde précédente. Vous avez évoqué la bienveillance. Et l'injonction à la bienveillance, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Et si on n'est pas dans une démarche de prosélytisme, au sens où, encore une fois, on dirait « nous, on a compris et vous, vous n'avez pas compris, on va vous expliquer, on va essayer de vous convertir », si on essaye d'éviter ça, on peut dépasser les problématiques un petit peu habituelles. Et je crois que je suis en train de perdre un peu le fil avec... voilà. C'est normal. Mais c'est ce que je voulais répondre. C'est l'appel de la... Voilà, c'est ça. Ouais, je voulais juste rajouter un truc sur cette idée d'esprit critique sur l'esprit critique. Je pense que une limite, on va dire, de la communauté sceptique, c'est qu'elle part du principe que l'esprit critique, c'est bon. Et ça peut paraître évident à tout le monde ici, mais en fait, c'est aussi un sujet de débat potentiellement, quoi. Est-ce que vraiment c'est positif, l'esprit critique ? Est-ce qu'on veut vraiment développer l'esprit critique ? Il commence à y avoir des gens qui discutent de ces questions-là en philosophie. Et puis du coup, ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on définit l'esprit critique, mais bon. On le savait en invitant un philosophe que ça allait venir sur ce terrain-là. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir assisté à cette table ronde.